Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle téléconférence de la Maison de l'Architecture du cycle Les Voix inédites, une émission en direct sur Facebook Live et la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. On a longtemps parlé du lien entre l'architecte et les élus et disserté sur l'architecture comme étant le fait du prince, donc l'architecte, le prince et la démocratie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet ouvrage de Michel Aragon en 1977. Il y a en effet un lien étroit d'exercice de la démocratie à travers l'architecture. Alors pourtant, les maires et les architectes ne parlent pas le même langage. Ils semblent parfois ne pas tout comprendre, en manière de parler. Olivier Clodon, que j'ai l'honneur d'inviter, en a fait son cheval de bataille. Bonjour Olivier Clodon. Bonjour, bonjour à tous. En effet, alors vous êtes depuis 2015 conseiller départemental de l'Essonne, élu dans le canton de Hyères. Depuis 2016, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Valdières-Val de Seine. Vous êtes également maire de Hyères depuis 2017. Vous avez été élu très largement, réélu en 2020. Vous êtes aussi président du CAUE 91 depuis 2019 et membre du CRPA, donc la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture depuis 2020. Vous formez des architectes à Marne-la-Vallée sur ces sujets dont on va parler et vous avez aussi d'autres casquettes, dont celle d'auteur. Vous avez publié pas moins de 15 ouvrages sur des thématiques très variées, que ce soit les taux d'intérêt, les banques centrales ou le langage entre les peuples et sur l'environnement également. Merci en tout cas de bien vouloir répondre à ces entretiens. Alors, j'ai une première question. Merci à vous de m'accueillir. J'ai une première question. Je voulais savoir quelle est de votre expérience, votre relation avec les architectes. Comment vous est venue cette envie de vouloir refaire un peu, réparer ce dialogue, ou peut-être même lui créer des bonnes conditions, ce dialogue entre architectes et maires? Bien, en fait, cette relation, je dirais qu'elle a évolué dans le temps. Parce que lorsque je suis devenu maire, j'ai été confronté très vite à différents dossiers d'aménagement de ma commune, et donc très rapidement à des promoteurs, à des architectes, à des urbanistes, à des paysagistes, et avec qui, ma foi, le contact se passait bien, parce que moi, j'ai une fibre naturelle, on va dire, pour vos métiers, pour vos professions, et puis pour cette fabuleuse matière qu'est l'architecture. Mais néanmoins, je me suis rendu compte tout de même que malgré ce souhait de faire avancer les choses, malgré ce souhait d'être constructif, on se heurtait mécaniquement, invariablement à des freins. Et en fait, ces freins, je les ai diagnostiqués et évalués au fil mes 2 premières années de mandat. Et je me suis rendu compte que, effectivement, alors que le point fort de l'aménagement d'un territoire, le point fort de l'aménagement d'une ville, c'est le binôme élu-architecte, enfin, ça devrait être le binôme élu-architecte, c'est ça la clé de la réussite, un bon binôme, eh bien, alors que ça serait ça le point sur lequel, enfin, l'objectif à atteindre, en réalité, il y a des tas de freins qui font que ce binôme, en réalité, fonctionne très rarement. Et parmi ces freins, il y en a plusieurs, hein, mais je peux citer déjà la méconnaissance entre les deux. J'ai remarqué à quel point mes collègues élus, maires, présidents de département, présidents d'agglomération, ne connaissent pas l'architecte, ne connaissent pas comment fonctionne un cabinet d'architecture, ne connaissent pas comment vit un promoteur, quelles sont ses marges, où est-ce qu'il fait ses marges, ne connaissent pas la relation promoteur-architecte, n'ont aucune idée des études du corpus des études d'un architecte et n'ont aucune idée non plus du fonctionnement du modèle économique d'un cabinet d'architecte, avec souvent d'ailleurs des sources d'erreur. Parce que par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis élus pour qui l'architecte aujourd'hui, c'est encore l'architecte d'il y a 25 ans, c'est-à-dire le notable, au même niveau que le pharmacien ou que le notaire ou que l'avocat ou qui vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un en gros qui gagne très bien sa vie et à qui on peut demander de recommencer 10 fois, 15 fois, 20 fois le même travail sans le rémunérer. Voilà. Il y a cette image-là aujourd'hui. Et à l'inverse, les architectes ne connaissent pas non plus très bien les maires, savoir un peu quelles sont ses contraintes et sa manière d'exercer. Exactement. La réciproque, malheureusement, est vraie aussi. C'est-à-dire que les architectes ne connaissent pas les élus en général. D'ailleurs, c'est un animal qui fait peur, l'élu, très souvent, à l'architecte. Ils connaissent pas non plus les collectivités, le fonctionnement. Ils connaissent pas la chaîne de décision au sein d'une collectivité. Alors, on peut pas leur en vouloir parce que j'ai regardé quand même les différentes formations et les différentes écoles d'architecture. La partie
connaissance de la fonction publique territoriale ou connaissance du domaine public en général est très peu présente finalement dans les cursus, très peu présente dans les cours et dans les formations. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Et c'est ça qui est important. Le résultat, c'est que il y a très souvent une incompréhension. De la méconnaissance naît l'incompréhension. Et il y a énormément de projets, du coup, qui sont encalminés, qui voient pas le jour. Il y a parfois des contentieux qui naissent. Il y a à chaque fois, en tout cas, des frustrations. Bon, des disputes. Moi, je vois en tant que président de CAUE aujourd'hui, le nombre de cas avec mes architectes urbanistes du CAUE qu'on est obligé de résoudre uniquement, on arrive en pompier, quoi, en fait. Parce que le lien ou le dialogue architecte-ville initial est rompu, ou n'a jamais existé d'ailleurs. Voilà. Donc on arrive en pompier de service. Donc le premier point, c'est qu'on perd tous énormément de temps, on perd de l'argent, et puis on perd aussi, pour un cabinet d'architecte en tout cas, on peut perdre très, très vite, si on n'y prend pas garde, de la notoriété, ou on peut avoir une image qui se colle, et comme les élus se parlent beaucoup entre eux, un architecte qui aurait une expérience ratée avec un élu, bah, je peux vous dire que dans les semaines qui suivent, tous les élus le savent. Voilà. Alors que c'est pas forcément la faute de l'architecte. Donc, il faut absolument éviter d'en arriver là. Et puis, la deuxième conséquence de la méconnaissance, et moi, je le vois notamment dans le cadre des cours au niveau d'échelle 1 que je donne à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire que les jeunes archis, qui ont 2, 3, 4 ans d'architecte, ils n'osent pas frapper à la porte de la commande publique. Ils n'osent pas répondre parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux. Parce qu'en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas le bon piston, la bonne porte d'entrée, parce qu'ils savent pas comment faire. Et alors là, c'est ça qui me rend fou, j'allais dire. Et s'il y a des jeunes architectes qui nous écoutent, je leur dis au contraire, allez-y, poussez la porte. Il y a énormément de communes, énormément de territoires aujourd'hui, petites agglomérations, villes moyennes, qui n'ont pas d'ingénierie en interne, qui n'ont pas de directeur de l'URBA, qui n'ont pas d'architecte conseil, et qui ont besoin d'architectes pour travailler avec eux, qui passent sous les radars des grands cabinets, des très grands cabinets, parce que ce sont généralement des opérations à 10, 15, 20, 30 logements, par exemple. Donc, qui passent sous les radars des gros, entre guillemets, et il y a de la place pour les architectes débutants, il y a de la place pour les cabinets de taille moyenne, il y a de la place pour les petits cabinets, il y a énormément de place dans la ruralité. Un département comme le mien, celui de l'Essonne, quasiment 200 communes, dont 150 qui sont des communes rurales et des petites agglomérations rurales, qui ont des tas de problématiques, un aérodrome à requalifier, une caserne à rénover et à requalifier, et qui sont un peu perdus et qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos services. Voilà. Alors, vous semblez dire quand même qu'il faut y aller, certes, mais avec un peu de formation, en tout cas, oui, un savoir, une connaissance du terrain, du site, et aussi une connaissance du rôle du maire pour éviter les erreurs qui ont été faites par le passé, en fait. Vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter sur ce sujet? Des anecdotes, j'en ai plein, et c'est vrai que et je vais vous en donner, mais c'est vrai que c'est fondamental ce que vous dites là. C'est-à-dire que l'architecte qui répondra à une commande publique, ou qui se rendra auprès d'un élu à son premier entretien, en ayant pris la précaution avant d'avoir arpenté un peu la ville, le territoire, de savoir où il met les pieds, d'avoir googlisé le maire, c'est-à-dire de savoir où il en est dans ses mandats, s'il a des échéances électorales qui se profilent, s'il a des difficultés dans sa commune ou pas, et qui donc fera comprendre au cours de l'entretien qu'il n'est pas hors sol, qui s'intéresse au lieu, qui s'intéresse à la personne. Cet architecte-là, il aura déjà fait une bonne part du travail, parce que moi, j'en vois très peu. Des anecdotes, je pourrais vous en citer 10, mais quand je vois sur certains programmes que je lance, ou sur certaines commandes publiques que moi je lance, j'ai 8 cabinets architectes qui répondent, par exemple. Eh bien, j'en ai 6 qui vont venir avec des projets qui n'ont strictement rien à voir avec ma commune. Et quand je les interroge sur ma commune, sur les enjeux de ma commune, qui sont des enjeux connus de tous, il suffit de taper hier sur Internet pour savoir quelles sont nos problématiques. Logement social, requalification de certains secteurs, etc. Ils restent secs. J'en déduis quoi? J'en déduis qu'ils sont pas intéressés. Voilà, ils sont là pour placer leur création. Et si c'est pas moi demain, ce sera un autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, ce qu'on attend, nous, les élus d'un architecte, c'est qu'ils s'engagent avec nous. C'est qu'ils préparent les choses avec nous. C'est qu'ils nous comprennent. C'est qu'ils forment ce binôme avec nous. C'est qu'ils nous aident après
aussi dans ce que j'appelle l'après-vente, c'est-à-dire un projet, une fois qu'on l'a programmé, qu'on l'a dessiné, il faut aller le vendre à la population. Hein. Un maire, s'il a l'architecte avec lui dans les réunions publiques qui défend le projet à côté du maire, bah, c'est autrement plus précieux et autrement plus confortable qu'un maire qui va aller tout seul. Donc, l'architecte qui aura accepté de prendre un peu de temps, quelques heures, pour bien préparer son dossier, bien travailler le lieu et l'interlocuteur qu'il a en face de lui, il a toutes les chances de gagner, de remporter. Je vous prends un exemple très récent. La semaine dernière, j'ai un projet de requalification d'une grande longère dans ma ville en 12 logements sociaux. D'accord. C'est un bâtiment qui est historique, il y a plus d'un siècle, qui est très joli, en pierre de taille, etc., et qu'il faut à la fois réhabiliter et qu'il faut bien sûr aussi agrandir. Donc, une extension contemporaine. J'ai reçu une dizaine de premières réponses et 3 sélectionnées, d'accord, par le comité qui sélectionnait les 3. 3 groupements. Trois groupements, dont un jeune cabinet d'architectes associé à un plus ancien, et puis 2 autres cabinets. Bon. Les 2 premiers cabinets m'ont proposé un dessin, une création, une construction, très sincèrement, qui ne s'accorde pas du tout, ni avec le secteur, ni avec le quartier, ni même avec la rue, ni même avec les 2 maisons voisines. C'est-à-dire que le projet ne rentre absolument pas, mais absolument pas. C'est-à-dire que même architecturellement, il y a aucun dialogue. Vous voyez, ce qui est affolant quand on y pense, de la part d'un architecte de proposer quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu un groupement, 2 jeunes archis, ils doivent avoir une trentaine d'années chacun, pas plus. Et ils ont commencé la présentation par me parler pendant 10 minutes de ce qu'ils avaient ressenti comme émotion en venant se promener à Hyères, la présence de la rivière à 200 mètres de la bâtisse, ce que ça a accordé, la présence des coteaux juste au-dessus, la vision qu'on allait avoir de l'extérieur sur la bâtisse, etc. Je vais vous dire, au bout de 3 minutes, j'avais fait mon choix. J'avais fait leur choix, voilà, parce qu'ils s'étaient simplement pris le temps de comprendre la ville, de comprendre son rythme, de comprendre ce qu'elle était. Ils avaient pris le temps de rechercher un petit peu qui j'étais, de savoir quelles étaient un peu mes appétences pour et ce que moi je souhaitais faire du cadre de vie au général de ma commune. En 3 minutes, je peux vous dire qu'ils avaient gagné. Voilà. C'est vrai que les architectes ont parfois une réponse technique, mais n'ont pas compris la question, en gros. Pardon ? Parfois, les architectes ont une réponse technique, mais n'ont pas compris la question. Les architectes, ils arrivent avec leur réponse. Voilà. Vous savez, c'est le sketch de Thierry Leluron à l'époque. Voilà, vous venez avec vos questions, moi j'ai mes réponses. Bon, ça marche pas comme ça. En fait, il faut vraiment accepter cette affaire de duo et intégrer ça. Et quand on intègre cette humilité-là, en fait, le principal boulot qu'on va faire les architectes, c'est un travail d'humilité, c'est-à-dire accepter que lorsqu'on arrive avec son projet, il va forcément évoluer au contact de l'élus. Et c'est pas grave, parce que on peut en tirer du mieux de cette, même si le travail est très bon au départ, on peut toujours améliorer un peu grâce à ce dialogue. Et puis le deuxième boulot qu'ils ont à faire, c'est un travail de connaissance du secteur sur lequel ils arrivent. Et puis les élus, eux, ils ont un gros travail à faire aussi, de connaître, d'apprendre à ce que vous, les archis, qui vous êtes et comment vous fonctionnez et quelles sont vos contraintes, parce que vous en avez aussi beaucoup. Si chacun fait ce petit pas d'humilité vers l'autre, ce petit pas de connaissance vers l'autre, on aura tout gagné. Alors, vous êtes souvent, vous êtes des politiques, donc vous êtes souvent, on sait que l'architecture est politique. À la base, c'est quelque chose qu'on apprend dès le début, dès l'école. Mais vous êtes politique et vous êtes souvent aussi soumis au calendrier électoral, donc forcément campagne, parti politique, etc. Est-ce que vous pensez que l'architecte doit se connecter avec cette réalité politicienne, ou est-ce que vous communiquez, vous parlez de politique, mais sans dimension partisane? Je dirais les deux. C'est-à-dire que l'architecte, il ne peut pas ne pas tenir compte de l'aspect politique, du calendrier électoral. C'est une évidence. L'aspect politique, pourquoi? Parce que les élus, un maire notamment, je prends notamment un maire, et objectivement, tous mes collègues maires sont pareils. Quand on est maire d'une ville, c'est qu'on a une idée d'aménagement de cette ville. On a un cap pour notre commune. On sait vers quoi on veut qu'elle évolue. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas.
Et ça, on a envie de le faire partager. Et donc, il faut que l'architecte, il intègre ça. Il intègre ces données-là et comment dire, qu'il apporte sa partition à lui sur la base de cette feuille de route. Mais qu'après, il apporte toute sa partition. C'est-à-dire qu'il soit capable justement de faire encore, en fait, de sublimer. En fait, l'architecte, il a besoin le bon architecte, pour moi, c'est celui qui sublime, voyez, l'idée de départ du maire. Voilà. Et il doit aussi être lié au calendrier électoral, parce que un maire, il fonctionne à 6 ans, qui est un mandat de maire, ou à 5 pour un mandat de conseiller départemental, ou 6 ou 7, rarement à plus. Généralement, c'est entre 5 et 7. Et il y a des règles, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux importants, les travaux, c'est toujours source de nuisance. Ça génère du bruit, ça génère de la poussière, etc. Et donc, on a l'habitude de dire que, par exemple, dans une ville, 1 an avant une échéance électorale, on fait aucun travaux d'importance. Parce qu'en fait, on veut pas déranger les gens. On veut pas créer chez les gens un réflexe de dire, oh, putain, hier, j'ai été réveillé à 6h30 du matin par des camions, ou devant chez moi, je peux pas me garer parce que c'est le bazar, parce que à 2 rues plus loin, ils refont la rue, etc. Donc, généralement, et on fait tous pareil, c'est pas de l'hypocrisie, c'est une donnée politique, c'est une habitude. 1 an avant une échéance électorale, on coupe tout. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un mandat de 6 ans, en réalité, vous n'en avez que 5 devant vous. D'accord? Quand vous savez que les études, ça prend forcément à minima 1 an ou 1 an et demi, en réalité, vous avez très peu de temps. Donc, cette contrainte de temps, il faut que les architectes l'intègrent. Donc, si je devais résumer, je dirais que le pas que les archives ont à faire auprès des élus, c'est d'intégrer leur temporalité et d'intégrer leur vision. Et à partir de là, en intégrant ces 2 contraintes-là, apporter le meilleur d'eux-mêmes, apporter leur sens de la création, apporter des idées nouvelles auxquelles les élus ne penseraient pas, et apporte en fait. Et quand je dis sublime, je pense que c'est le bon mot. Vous voyez, c'est la première fois que je l'emploie, mais sincèrement, je pense que l'architecte peut sublimer et se doit de sublimer l'idée originale de départ de l'élu. Il peut y avoir, à votre avis, alors, si tant est que certains architectes puissent s'affirmer ou s'afficher, en tout cas politiquement, avec une forme d'étiquette, ce qui est relativement rare, mais ça peut arriver. Est-ce que vous pensez que vous pourriez travailler avec un architecte, je sais pas, un architecte de droite, on va dire, pour caricaturer, un maire de droite pourrait travailler avec un architecte de gauche et vice-versa? Alors, je vais vous dire, d'abord, les architectes sont très peu politisés parce que, et d'ailleurs, je pense que c'est un des problèmes de votre profession. C'est-à-dire que vous avez, à l'Assemblée nationale, par exemple, vous avez des dizaines d'avocats, de médecins, de pharmaciens, beaucoup de professions libérales comme ça, et les architectes sont les moins représentés, il y en a un. Dans les exécutifs locaux, dans les villes, les départements, il n'y en a quasiment pas non plus. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'un architecte qui serait élu dans une ville, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas travailler sur les conflits d'intérêts, il ne pourrait pas travailler dans la ville en question. D'accord, mais quand même, je trouve que malgré ça, il y a extrêmement peu d'architectes qui s'engagent en politique. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour votre profession. Après, sur le deuxième point de votre question, alors je vais vous dire, ça rentre absolument pas en ligne de compte. Moi, depuis que je suis élu, j'ai dû travailler avec une quinzaine d'architectes. Je ne sais absolument pas quelle est leur couleur politique. Je ne sais absolument pas le bulletin qu'ils mettent dans l'urne lors des élections. J'en sais rien. Et quelque part, je m'en fiche. Ceux avec qui je travaille, c'est ceux avec qui c'est pas ceux avec qui j'ai un dialogue politique, c'est ceux avec qui j'ai un dialogue architectural. Ceux qui ont compris, en fait, ce que je veux faire dans ma ville. Ceux qui ont compris le type d'urbanisme que j'aimerais faire évoluer et ceux qui m'ont apporté des solutions très belles, magnifiques, des très belles idées. Je ne sais pas ce qu'ils votent et je ne veux pas le savoir. Et je vais vous dire, je pense que beaucoup d'élus sont comme moi. Et l'intérêt, c'est l'intérêt supérieur de la commune et c'est l'intérêt du travail en commun. Voilà. Un trottoir, je dis toujours, hein, un trottoir, une rue, un bâtiment public, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Voilà. Bien sûr. Donc, et ça fonctionne comme ça. Et moi, je pense que j'ai des amis architectes de toutes couleurs, voilà, l'ensemble du spectre politique, mais ça ne rentre pas en ligne de compte du tout. Voilà. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte. Ça n'a rien à faire là-dedans. Alors, en revanche, pardon, juste, je termine. Ce qui est important, c'est de bien s'entendre, se comprendre sur la partie d'aménagement du territoire et urbanistique. Ça, oui. Le duo, le binôme, il n'a rien à faire dans la politique. C'est pas un binôme pour un duo politique. Par contre, c'est un duo technique.
Voilà. Et c'est ça qu'il faut trouver. Alors, justement, alors, pour pouvoir dialoguer, vous avez mis en place, en tout cas, vous participez au programme Échelle 1 à l'École d'architecture de la ville et territoire de Paris-Est. Les clés pour s'ouvrir le marché des collectivités territoriales. C'est une espèce de cours qui est composé de 4 ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez en parler? Enfin, là, j'ai votre Bien sûr. question. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Parce que je trouve ça intéressant de voir quelles sont les différentes thématiques de chacun des ateliers et comment vous abordez ces problématiques. Bien sûr. Alors, si vous voulez, d'abord, cette formation, elle est exactement la résultante du constat qu'on vient de faire ensemble depuis quelques minutes. Les élus et les architectes ne se connaissent pas. Comme ils ne se connaissent pas, ils ne se comprennent pas. Et comme ils ne se comprennent pas, très souvent, ils loupent la possibilité de travailler ensemble et de fonctionner ensemble. Donc, on a mis en place avec Anne Gaffio, qui est directrice de l'urbanisme chez moi et qui a été vraiment comment dire, qui a beaucoup réfléchi aussi à cette problématique parce qu'elle y a été confrontée, elle, en tant que directrice de l'urba. On a mis ensemble en place effectivement 2 formations. Une formation pour apprendre aux architectes comment fonctionne une collectivité locale et un maire. Alors, on leur apprend plusieurs choses. On leur apprend, ce que c'est qu'un élu, la psychologie de l'élu, en quoi c'est quelqu'un qui est toujours pressé, quelqu'un qui est toujours stressé, quelqu'un qui en même temps est sur son territoire comme le patron d'un territoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est chez lui, et d'ailleurs, vous entendez très souvent les politiques à la télé, quand ils parlent de la ville dans laquelle ils sont élus, ils disent « chez moi à Nantes, chez moi à Bordeaux, etc. » Comme s'ils étaient en fait, en gros, le suzerain, vous voyez, comment dire, le châtelain en fait de la commune. Mais ça existe encore. Donc on a tout un module où on apprend qui sont les élus, comment ils fonctionnent, quelle est en fait leur psychologie, quel est leur ADN et leur cartographie. On apprend aussi la chaîne de décision dans une collectivité. Parce qu'en réalité, un architecte, il va être confronté pas seulement au maire, au président d'agglo, au président de département, au président de région, mais il va être confronté dans tout le processus à énormément d'interlocuteurs. Parmi eux, les adjoints à l'urbanisme, donc on leur apprend qui ils sont, le directeur général des services, donc le patron de l'administration d'un territoire, le directeur de cabinet, c'est-à-dire l'âme grise ou vous voyez, politique de l'élu, bon. Le directeur de l'urbanisme, qui généralement est le technicien, et en fait, on ne s'adresse pas à ces 5 interlocuteurs-là de la même manière. Chacun est capable d'entendre un langage et on avance avec chacun de façon séparée, un petit peu en silo, et on apporte des réponses différentes à chacun. Donc, on leur apprend ça. On leur apprend la temporalité. On leur apprend le langage, effectivement. Ça sert à rien de perdre un élu avec un langage trop technique. Vous voyez ce que j'appelle le syndrome de l'informaticien. Moi, je l'ai repéré chez beaucoup vous savez, on a tous eu affaire à les informaticiens qui vous règlent votre ordinateur, qui vous emploient des mots que vous ne comprenez pas, voilà, parce qu'on n'y comprend rien, et qui passent, on a l'impression qu'ils prennent la malin plaisir à vous perdre, uniquement pour vous dire, voyez, moi, je suis le technicien, je suis le sachant, et vous avez besoin de moi, quoi. Bon. C'est insupportable chez les informaticiens, c'est encore plus insupportable chez les architectes. Parce qu'un maire qui va recevoir un architecte, si vous lui parlez de notions extrêmement techniques, il va pas comprendre. Il va pas faire, en plus devant son équipe, il va pas admettre qu'il comprend pas. Donc il va vous laisser faire, il va rien comprendre, mais après coup, ce qui est sûr, c'est qu'il vous choisira pas ou il continuera pas à travailler avec vous et il avouera jamais qu'il comprend pas. Voilà, il fera jamais cet aveu-là. Donc on apprend aussi ça. Et puis on apprend toutes les clés effectivement pour décrypter la commande publique, comment on répond correctement à une commande publique. Donc, on apprend tout ça et la finalité de cette formation, de ces ateliers qui peuvent durer de 1 journée pour la plus rapide à jusqu'à 4 jours si on fait l'intégralité des ateliers, c'est de dire oser, pousser la porte. En réalité, une fois que vous avez terminé cette formation, ce qu'on leur dit, c'est que maintenant vous êtes armés. Maintenant, vous savez comment vous présenter, vous savez comment faire, vous avez les clés. Allez-y, tentez votre chance. Il y a vraiment des chances que ça marche. Et une fois que vous êtes rentré dans ce monde-là, les maires, ils sont comme les autres. Hein. Ils se redonnent, ils se repassent la carte de visite d'un bon architecte comme on se repasse la carte de visite du bon dentiste ou du bon médecin ou du bon resto dans lequel il faut aller manger.
c'est la même chose. Un architecte, on se le repasse entre nous. Quand on a trouvé un bon, d'abord on le garde. Donc, c'est une garantie quand même de marcher sur plusieurs années et on se le prête. Voilà, entre mère amie ou mère copain. Donc ça, c'est fondamental. Et puis on a fait, et pardon d'être un peu long, mais parce qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas que les architectes qui doivent évoluer, il y a les élus qui doivent évoluer beaucoup aussi. On a donc fait la formation miroir avec l'ordre des architectes d'Île-de-France. On crée une formation miroir et là, on prend les élus, alors les maires ou les élus à l'urbanisme, on les prend par groupe de 15 et pendant une journée, on leur apprend le modèle économique d'un cabinet d'architectes, ce qu'est un architecte, les études qu'il a fait pour en arriver là, ses connaissances, etc., son mode de fonctionnement, pour que les élus, au terme de la journée, apprennent aussi à respecter les architectes et apprennent aussi, fassent finalement le même pas et aillent vers eux pour apprendre à travailler avec eux. Voilà. Donc, on a fait ces deux formations. Je dois vous dire que la dernière qu'on a faite, par exemple, à échelle 1, à Marne-la-Vallée, qui remonte à il y a quelques semaines, on avait 28 cabinets d'architectes qui ont participé, 28, voilà, 28 jeunes cabinets. On a eu des retours extraordinaires. On devait terminer à 18h, on a fini à 20h, parce que tellement il y avait de questions et tellement il y avait on est resté en lien après. Et sur ces 28, depuis, il y en a 4 qui ont répondu à de la commande publique, voilà. Et sur les 4, il y en a 2 qui ont gagné leur commande publique. Je suis très heureux, voilà. Sur 28, pour l'instant, il n'y a que 2, mais c'est déjà 2. Ces 2-là, ils sont rentrés. Il y a d'autres qui vont rentrer, j'en suis certain. Et voilà à quoi ça sert. Et voilà pourquoi on est content. C'est une formation qui est donc donnée pour les jeunes architectes déjà diplômés ou aussi aux étudiants? Très sincèrement, elle est donnée aux deux. On la donne pour les étudiants et pour les jeunes d'échelle 1. Elle est, je pense, plus utile aux architectes déjà en place parce qu'elle donne des clés très pratiques et très pragmatiques, en fait, cette formation. On donne vraiment, elle est très professionnelle, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus simple pour nous de s'adresser à des architectes en place, en fonction, qui pourront dès demain, en fait, utiliser les clés qu'on leur donne. On peut le faire aussi avec des étudiants. Et d'ailleurs, moi, je souhaite qu'on le fasse et qu'on développe, parce que, comme c'est quelque chose qui manque actuellement à leur cursus, ça leur évitera de perdre les premières années, mais au contraire, ils vont pouvoir répondre tout de suite. Et je vais au-delà des architectes, je pense, et je souhaite, et d'ailleurs c'est un projet qu'on a avec Anne, de développer ces formations aussi auprès des paysagistes qui ont les mêmes problèmes en réalité. Voilà. Et donc des écoles enfin, Versailles et autres, peu importe, mais des écoles qui forment des paysagistes, parce que je pense que comment dire, il faut qu'on dépasse même au-delà des écoles d'archi. Et pour moi, si vous voulez, la cible, ce sont quand même les architectes en fonction, parce que comme encore une fois, on essaie d'être très opérationnel, on veut leur permettre, ce qu'on leur apprend le lundi, on voudrait que dès le mardi, ils puissent l'appliquer, quoi. Voilà. C'est vrai que le faire de la formation miroir d'un côté du maire, d'un côté des architectes, c'est bien. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ou même vécu parfois des anecdotes assez douloureuses où l'architecte peut travailler pendant presque un an sur l'élaboration d'un permis de construire, qui se retrouve complètement remis en cause par un maire et qui, voilà, sans comprendre, en parfaite méconnaissance de la profession, en disant bah, c'est pas mon problème, c'est lui qui va payer ses propres reprises d'études. C'est exactement ça. Vous avez complètement raison et c'est totalement ça. Moi, le nombre de collègues maires comment dire, qui rejettent ou qui repoussent des travaux d'architectes comme ça, mais vraiment d'un trait de plume ou d'un trait de crayon, en disant en gros, bah, de toute façon, ils se rattraperont sur un autre marché ou ils se rattraperont sur quelqu'un d'autre ou de toute façon, ils ont tellement de marge et d'avance qu'ils n'ont pas besoin de. Cette méconnaissance-là, elle est frappante et elle est grave. Et c'est ce que je dis à mes collègues élus. Je leur dis, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez pas traiter des professionnels de cette façon-là et utiliser du temps et du temps et du temps et du temps parce que pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Et le temps qu'ils y consacrent, il doit être rémunéré. Moi, c'est un des combats que je porte aussi. Le travail. Les élus sont pas seuls en cause parce que des fois les promoteurs aussi abusent beaucoup. Voilà. J'allais vous le demander, j'allais vous le dire. Effectivement, les promoteurs sont parfois aussi un peu dans la partie, c'est-à-dire qu'en gros,
ils ont ce pouvoir aussi de faire parfois le lien entre l'architecte et le promoteur, parfois trop, parfois pas assez. Mais il y a aussi ce trio sur certaines opérations privées entre promoteur, architecte et maire qui nécessiterait presque une formation aussi en tripartite aussi chez les promoteurs. Exactement. Alors, ça fait partie aussi de nos réflexions pour tout vous dire. Moi, je suis effaré de voir à quel point, les témoignages de jeunes, notamment les jeunes architectes, qui, lorsque je les rencontre, me disent, mais on a été en fait, on est de la chair à canon pour les promoteurs, quoi. C'est-à-dire que on fait le travail, on fait le boulot pour donner des idées, voilà. On n'est pas pris, 9 fois sur 10, on n'est pas pris, on n'est absolument pas rémunéré. Et pire, j'ai vu des cas quand même où le projet de la jeune architecte, par exemple, était finalement celui qui avait été pris par le promoteur, un tout petit peu réaménagé pour dire on fait à notre sauce, pour comme ça on n'a pas besoin de rémunérer l'architecte, mais on est à la limite du plagiat quand on n'y est pas directement. Je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve anormal la façon dont aujourd'hui les promoteurs utilisent finalement les jeunes architectes qui arrivent sur le marché, qui sont en besoin de notoriété, de se faire connaître, etc., et de pouvoir intégrer une écurie, entre guillemets. Et je suis frappé de voir à quel point les promoteurs, certains, pas tous, mais certains promoteurs en tout cas, abusent de la situation. Et vous avez complètement raison, ce lien tripartite, en réalité, et ce respect tripartite, il est grand temps de le trouver. Je dis même pas de le retrouver parce que je sais pas s'il a existé un jour. En tout cas, il est grand temps de le trouver et de se donner les moyens d'y arriver. C'est pour ça que moi, je veux absolument développer ces formations et c'est pour ça que j'ai pris en main ce combat il y a 2 ans. C'est que si nous, on le fait pas, personne ne le fera à notre place. Voilà. Donc, c'est aux élus qui ont cette conscience-là, comme j'espère l'avoir, de le faire. Et c'est aux architectes et aux organismes comme le vôtre. Et je vous remercie de m'inviter encore une fois aujourd'hui parce que c'est à nous tous ensemble de comprendre ce diagnostic commun. Et ça, on l'a. Parce que je vois bien qu'on pense la même chose, voilà, mais de mettre toutes nos forces dans la bagarre pour que ça change. Voilà. Et c'est très important, vraiment très important. Et je vais vous dire, et on économisera aussi de l'argent public. Parce que l'autre scandale, il est là. Le fait de pas se connaître, le fait de mal travailler ensemble, ça bloque des projets urbains, des fois sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ça fait ça nourrit les avocats. Voilà, ce sont des contentieux qui nourrissent les avocats, mais qui au détriment soit de la commune, soit de l'architecte lui-même. Il y a un moment donné, tout ça, c'est quand même de l'argent public. Et on ne peut pas, en tant qu'élu responsable, jouer comme ça avec l'argent public. Donc, je pense qu'on doit respecter les citoyens. La façon de les respecter, c'est quand on lance un projet, de le mener à bien à peu près dans les échéances prévues et dans le coût prévu. Et pour ça, il faut encore une fois, je reviens à la base de notre conversation, pour ça, le meilleur vecteur de réussite, c'est le duo, c'est même pas un binôme, c'est le duo élu-architecte. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'un architecte connaisse bien le maire, l'élu, ou est-ce qu'on pourrait s'improviser le parfait binôme d'un maire, enfin, quand je dis s'improviser, moyennant bien entendu un investissement personnel, une formation, une écoute. En gros, c'est pas forcément un couple, ça peut être aussi juste une relation passagère. Oui, alors ça peut être une relation passagère, mais c'est mieux quand c'est un couple, quoi. Et je vais vous dire, tout ça, c'est de l'alchimie humaine. Vous savez, c'est comment vous choisissez votre conjoint ou votre conjointe, comment vous choisissez votre médecin, par exemple, qui va vous suivre pendant des années, etc. Si ça accroche pas, ça marche pas. Et on le sait tous, on a tous fait cette expérience-là. Et ben c'est pareil pour un architecte. C'est de l'alchimie humaine. Moi, je vois par exemple l'architecte conseil, qui est celui avec qui je travaille maintenant depuis des années. C'est pas un ami au départ, c'est un monsieur que je connaissais pas. Voilà. Et puis un jour, on s'est rencontrés sur un projet d'architecture. On avait bloqué une demi-heure dans nos agendas, et puis on est restés ensemble 5 heures. Parce qu'en fait, on a parlé d'architecture, on a parlé d'urbanisme, on a parlé de nos premières émotions d'architecture il y a 20 ans, il y a 30 ans. On a parlé des livres qu'on lisait, on a parlé. Et à la fin de ces 5 heures-là,
Ben moi, je savais que c'était lui qu'il me fallait comme architecte conseil parce que je savais qu'on avait la même, humainement, pardon, on avait la même vision du développement territorial, mais humainement, la même compréhension. En fait, je l'ai compris en quelques heures et il m'a compris complètement en quelques heures. Et ben, ce binôme-là, c'est devenu un couple. Voilà. C'est un architecte, c'est pas un jeune architecte, oui, c'est un architecte, un monsieur qui a 70 ans aujourd'hui, qui est un architecte plutôt chevronné et ben, pourquoi ça a collé avec lui? Il n'avait pas plus de références que les autres, il en avait autant mais pas plus. Il n'avait pas forcément plus d'expérience de travail, il travaillait pour une commune avant la mienne. Bon, il n'avait pas forcément plus d'expérience que les autres, mais humainement, vous voyez, enfin, je ne veux pas parler de coup de foudre, c'est exagéré, mais moi j'y crois beaucoup à ça en même temps, les coups de foudre professionnels. Quand je recrute mes collaborateurs, par exemple, je vais vous dire, je les recrute autant sur la partie humaine, ça match ou ça match pas. Je recrute pas forcément le ou la meilleure, celui qui a le plus long diplôme ou la plus grande expérience. Il y a des gens qui peuvent être bardés de diplômes avec qui vous vous entendez pas et dont vous sentez qu'ils feront pas partie de votre équipe ou pas bien ou qui se mettront pas bien dedans. Mais quelqu'un qui a avec qui vous arrivez à créer ce lien au départ, ben c'est génial. Et ça, c'est à l'épreuve du temps. Et ça devient vraiment un couple. Et quand vous réussissez ça, un élu avec un architecte, ben c'est génial. Franchement, c'est génial parce que moi, je vois quand j'ai des projets de promotion immobilière, par exemple, j'envoie il sait exactement ce que je dirais si j'étais là. Et je sais exactement, moi, je suis très tranquille parce que je sais exactement que ce qu'il va dire, c'est ce que je dirais si j'étais présent. Et quand il reformule, qu'il refait le projet, qu'il modifie, etc., il est le crayon, il est le prolongement de mon cerveau, quoi. Voilà. Il est devenu le prolongement de mon cerveau avec son crayon en quelques semaines de fonctionnement ensemble. Quand on a la chance de faire ça, c'est prodigieux. Mais je vous le dis sincèrement, il y a la place. Encore une fois, c'est notamment s'il y a des jeunes archis là, qui nous écoutent, il y a la place pour ça. Les élus sont en attente de ça. On ne sait pas faire, nous. On a des idées, mais on ne sait pas faire. On a besoin du conjoint, on a besoin du binôme. Voilà. Alors, vous dites que vous travaillez, vous faites cette formation aussi pour les architectes, pour les paysagistes. Est-ce que vous êtes amené aussi à travailler avec des urbanistes? Parce que c'est aussi parfois le rôle de l'urbaniste d'être un peu le bras droit du maire pour retranscrire, on va dire, en langage professionnel, l'aménagement d'un territoire d'une ville, la connexion avec les villes voisines, et puis intégrer toutes les contraintes, hein, que ce soit les contraintes paysagères, les contraintes même au niveau des concessionnaires, au niveau des gabarits, au niveau de l'élaboration du PLU. Est-ce que ces outils-là aussi peuvent être travaillés pour améliorer le dialogue entre l'acte de construire, l'architecte et le maire? Fondamentalement, oui. C'est un travail voilà, qui nécessite l'apport de chacun. Dans le CUAE que je préside, moi, j'ai des archis, j'ai des paysagistes, j'ai des urbanistes. Et dans les formations qu'on donne, les urbanistes ont toute leur place. Et même, je remarque qu'ils apportent un éclairage très complémentaire et très intéressant aux autres. Avec ce point particulier qu'en fait, les urbanistes, ils ont quasiment leur place dans les deux formations. Vous voyez, dans la formation des archives et dans la formation des élus aussi. Et d'ailleurs, dans notre formation avec les élus, on a parfois les élus qui viennent avec leur directeur de l'urba, qui souvent est un urbaniste en fait de formation, enfin un aménageur, quelqu'un qui est ici sur l'aménagement du territoire. Mais bien sûr, tout ça, c'est une chaîne en fait dans laquelle chacun a sa partition, a son mot à dire. Et la réussite, je vous disais qu'elle vient comment dire, vraiment en haut de l'entonnoir du binôme élu-architecte, mais il est évident qu'elle provient aussi, la réussite, de l'ensemble de la chaîne. Il faut que tout le monde sache qui est l'autre. Les urbanistes ont toute leur place dedans, les paysagistes, les ingénieurs, par exemple, qui travaillent beaucoup maintenant sur tous les sujets environnementaux, géothermie et autres. Enfin, tout le monde doit être dans la boucle. Et tout le monde doit apprendre à connaître l'autre. Cette formation-là, elle n'est pas exclusive. Elle doit au contraire s'appliquer à chacun, à tous les acteurs de la ville, finalement. Alors, justement, alors, en introduction, j'avais cité L'architecte, le prince et la démocratie, un ouvrage qui date de 77, hein, qui est Michel Aragon, qui est devenu un classique. Oui. Et dans cet ouvrage, Michel Aragon intègre aussi finalement un autre acteur de la ville, c'est-à-dire le citoyen. Et quelle est la place dans ce dialogue entre architecte et maire? Quelle est la place du citoyen? Est-ce que vous avez aussi cette envie, cette intention
d'intégrer la parole de ce qu'on appelle l'expert habitant, hein, l'expert citoyen, celui qui, quelque part, sait certaines choses, mais n'a pas forcément les compétences pour les exprimer. Est-ce que ce dialogue, justement, entre architectes et maires peut venir favoriser l'émergence de ce propos citoyen? Absolument. Je dirais même que le citoyen, c'est l'élément fondamental de la chaîne puisque c'est le client final. En réalité, c'est celui qui va vivre dans le bâtiment que l'on fait. C'est celui qui va l'utiliser, c'est celui qui va habiter dedans et finalement, c'est celui pour qui on fait les choses. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de ces maires qui ont réfléchi beaucoup à la place de l'homme dans l'architecture. C'est-à-dire que moi, je suis en guerre contre tous les projets où on crée de l'architecture, on crée du bâtimentaire, on crée des espaces, et puis après, on pense aux hommes, et puis on voit comment ils vivent dedans, comment ils évoluent, et tant pis si c'est pas exactement ce qu'il leur fallait. Moi, je lutte et je me bats pour qu'on parte de l'homme. Moi, ma philosophie, c'est ça. Ma philosophie de ville, je le dis toujours, c'est habiter, travailler, se distraire, faire ses achats à portée de marche. C'est-à-dire que la ville que j'essaie de construire, c'est une ville où, sans avoir à prendre sa voiture, on peut avoir dans un rayon de 500 mètres autour de soi, éventuellement son lieu de travail, son entreprise, si on peut, la pharmacie pour acheter ses médicaments, le boulanger pour acheter son pain, le bureau de poste pour poster son courrier, etc., le resto pour aller manger le soir, bon, et le médecin pour se soigner. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est le fait de repenser complètement la ville, de ne pas avoir une zone où on travaille, une zone où on dort, une zone où on va faire ses achats, etc. De repenser complètement la ville en fonction de l'homme. Ben, c'est pareil pour le bâtiment et la construction. Ce sont les personnes qui vont devoir les utiliser et vivre dedans, donc les citoyens, qui ont leur mot à dire. Alors moi, je suis un défenseur absolu de tous les modes de concertation. Il y a les modes de concertation obligatoires, par exemple, lorsqu'on révise un PLU, on est obligé de concerter ses citoyens et c'est bien normal. Pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai fait une réunion, je suis en révision de PLU là, hier, une réunion publique, mais je ne suis pas contenté d'une réunion publique. On fait des balades urbaines, on réunit des commerçants, on réunit les présidents d'associations, on réunit le maximum. Je fais des conseils de quartier. On a divisé la ville en 8 quartiers et on fait dans chaque conseil de quartier, on présente le PLU, etc. On va vraiment le plus en détail possible pour recueillir les avis des habitants. Donc moi, je vous dis oui tout de suite. Et je vous disais tout à l'heure en début d'intervention, le bon architecte, c'est aussi celui qui sait accompagner l'élu dans la présentation d'un programme, celui qui sait faire le service après-vente. Fondamental. Moi, quand je crée un projet de rénovation, pas forcément d'ampleur d'ailleurs, ça peut être simplement je sais pas, un gymnase qu'on va mettre à tel endroit, j'ai réuni tous les habitants du secteur. Et si j'ai l'architecte à côté de moi qui dit voilà, le gymnase, on va le positionner comme ça, on va le faire comme ci, comme ça, parce que ça répond à tel besoin, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Donc oui, à votre question, je réponds doublement oui, c'est-à-dire la concertation, c'est une évidence, c'est une obligation pour moi, et c'est fondamental parce que, une création architecturale, si elle est acceptée au départ par la population, elle vivra d'autant mieux après, et elle sera d'autant mieux acceptée après. Et deuxièmement, l'architecte a toute sa place à prendre dans cette affaire-là. C'est vrai que l'architecte peut parfois se mettre un peu en intermédiaire, ou en tout cas, j'allais dire en traducteur, hein, parce qu'on parle le langage, et je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Et je prends l'exemple, par exemple, de l'anthropologue. Alors, il est anthropologue, il fait un cas, Yves Saint-Omer, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup dans ses écrits. Et il avait écrit dans les années 2000, entre 2000 et 2010, beaucoup d'ouvrages sur justement ce savoir citoyen et comment le citoyen peut devenir un professionnel quelque part du cadre de vie, ce qui peut être un peu paradoxal, mais et c'est là qu'il y a ce dialogue qui parfois ne passe pas du tout entre les citoyens et un maire sur les sujets d'aménagement du territoire et d'habitat et de cadre de vie. Et parfois, effectivement, l'architecte peut se retrouver en interprète, hein, si vous voulez, de cette situation, de ce dialogue parfois, dialogue de sourds, ou en tout cas de gens qui ne veulent pas forcément se comprendre. Et alors, je ne sais pas si dans ce cas, vous seriez, je ne sais pas, ouvert à ce que certains citoyens puissent devenir des experts. Et je ne sais pas, moi, par exemple, dans une ville, non pas faire de la concertation, mais
sais pas comment Être ça relais, quoi. des ateliers d'expertise d'usage qui pourraient être menés ou bien par un architecte ou bien par une personne qualifiée dans ce domaine pour élargir ce dialogue architecte-maire à des citoyens bien informés ou en tout cas plus impliqués, quoi. C'est marrant ce que vous dites, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vous rejoins complètement. Dans le travail de Saint-Omer, il y a toute une partie sur la vulgarisation, sur la nécessité de vulgariser justement pour être mieux compris. Moi, je le rejoins complètement là-dessus et c'est quelque chose qui m'a toujours, je sais que c'est un de ses chevaux de bataille aussi et je le rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'effort d'être compris, de vulgariser, forcément, on en obtient en retour un retour positif. Le vrai problème de nos matières à nous, de l'architecture notamment, c'est que ce sont des choses extrêmement techniques avec, comment dire, qui nécessitent, c'est pas pour rien que l'architecte a des années de formation. C'est-à-dire que de la même manière qu'on ne devient pas cardiologue ou chirurgien du jour au lendemain en quelques semaines de formation, c'est quand même pareil pour l'architecte. Pour autant, ce que je crois, c'est que en faisant effectivement ce travail de vulgarisation, d'explication, de pédagogie, je crois qu'on peut quand même franchir des étapes et franchir des paliers. Et je disais au début, c'est amusant ce que vous dites parce que j'ai pas eu le temps de le mener à bien et de le faire là encore, mais il y a quelques mois, j'avais l'idée en fait d'un club de conférence à hier, avec l'idée étant de regrouper dans une salle des gens qui ont une appétence pour l'architecture, pour l'urbanisme, qui ne sont pas du tout formés à ça, hein, mais qui effectivement sont des gens qui vivent dans un endroit, ont éventuellement envie d'en comprendre un peu les tenants et les aboutissants, et de faire une sorte comment dire, de cursus, de cercle de conférence avec des architectes ou des urbanistes, des paysagistes qui viendraient expliquer un peu leur vision à eux, ce qu'ils ont fait, comment ils voient les choses et partager ça avec des citoyens qui, du coup, pourraient eux-mêmes devenir un peu oui, pourquoi pas des référents ou quelque chose de cette nature-là. Alors, ça fait écho en moi à ce que vous dites parce que c'était un projet que j'ai eu il y a quelques mois que pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps du tout de lancer pour des raisons de temps et des questions de temps, mais je serais heureux une fois qu'on aura fermé les caméras, qu'on en parle ensemble et si on peut y travailler ensemble, on serait ravis parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose exactement, vous voyez, comme par exemple les conférences du Louvre en matière d'art, vous avez des gens, ben voilà, qui sont pas des artistes, hein, ou même qui n'ont pas qui n'ont pas de connaissances en histoire de l'art, mais qui suivent ces conférences-là et qui, en quelques années, finalement, deviennent des gens extrêmement aguerris, dont le goût a changé, avec un goût plus sûr, etc. Il y a tout à fait la place pour faire la même chose en matière d'architecture et de paysage. J'en suis convaincu. Bah, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles, en tout cas, sur ces belles initiatives. Je vous remercie beaucoup, Olivier Clodon. Donc, je vous rappelle, vous êtes maire de Hyères et président ou directeur du CAE de l'Essonne. Donc, c'est très intéressant, cette formation et cette envie de dialogue entre les architectes et les élus. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. En tout cas, je vous invite, chers auditeurs, à réagir en commentaire sur cette page Facebook. Vous pouvez, bien entendu, faire vos commentaires, échanger sur ce sujet. Ce sera certainement l'objet d'autres conférences. En tout cas, pour l'instant, moi, je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et en tout cas, je vous souhaite de profiter de l'été, puisque l'été n'a pas vraiment encore commencé, j'ai l'impression. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée. En tout cas, voilà. Merci Olivier Clodon d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous, Olivier. Merci beaucoup de votre invitation et merci de ce bel échange. Et c'était un grand plaisir. Et je vous souhaite des bonnes vacances et à septembre. Au revoir. Également. Au revoir.